Un seul titre retenu dans ce journal, clôture travaux du 5e conseil consultatif sur les forêts à Kinshasa. Des discussions cruciales ont eu lieu sur la protection des forêts et de la faune ainsi que sur la lutte contre le réchauffement climatique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Comment protéger nos forêts et faunes? Plusieurs sujets sur la protection de la nature et lutter contre le réchauffement climatique étaient développés lors de la clôture du 5e conseil consultatif des forêts organisé à Kinshasa. Un reportage signé Chimène Dondo. La 6e session du Conseil consultatif de forêt organisée dans le cadre du processus d'élaboration de la politique nationale forestière de la RDC. Ces assises de 2 jours ont pour objectif de valider le compte-rendu de l'état général de forêt tenu en 2023 à Kinshasa et aussi proposer une feuille de route pour la suite et la valorisation de recommandations. La politique forestière est un document qui servira de guide en vue de soutenir plusieurs programmes connexes en toutes les parties qui utilisent la forêt pourront adopter un comportement pour gérer en bon escient ces ressources naturelles face au dérèglement climatique. Nous sommes sous le programme de la gestion durable des forêts et ce programme-là est appuyé dans le cadre des partenariats pluriels avec TAFI, qui protège les forêts d'Afrique centrale dont nous faisons partie. Alors dans le PTBA de ce programme PGDF, il y a notamment la production de la politique nationale forestière qui, souvenez-vous, faisait partie des 10 mesures que nous avons prises dès notre avènement au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable. De toutes les parties prenantes. Après cette étape, le travail suivant, la consultation aux provinces en vue d'impliquer toutes les parties prenantes et le ministère sectoriel. Le secteur forestier doit contribuer au développement du pays au profit de communautés locales et de peuples autochtones. L'inspection santé à l'ère de la couverture santé universelle, c'est le thème des travaux de la revue de l'inspection générale en santé, travaux verts ce lundi 11 novembre 2024 par le ministre de la Santé, Roger Kamba, Lucien Sakala. L'inspection générale en santé peut servir des bras séculiers de la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé publique qui a ouvert les travaux de la revue annuelle de l'inspection générale en santé a souligné la nécessité de doter l'IGS des outils indispensables à son fonctionnement. Je tiens à ce que l'inspection générale de la santé devienne vraiment l'outil nécessaire pour que nous puissions assainir notre système de santé. Il est vrai que vous avez beaucoup de défis. Je crois que si l'inspection générale de la santé reprend du poids de la bête, notre système va aller mieux. L'inspection de la santé à l'ère de la couverture santé universelle, c'est le thème de ces assises. L'inspecteur général à la santé, Komba Djeko, circonscrit. En invitant l'inspection provinciale de la santé, il était temps qu'on puisse se mettre autour d'une table, voir qu'est-ce que nous avons fait comme activité, quel est l'impact de nos activités sur les systèmes de santé en République démocratique du Congo, avant de voir comment élaborer les perspectives d'avenir. Nous avons mené des activités dans le cadre de la pharmacie et des médicaments. Nous avons vu un certain nombre d'éléments. Il y en a qui sont en train d'être corrigés par les prestataires qui travaillent de l'autre côté, qui ne sont pas de l'inspection. Et nous pensons que, n'eût été la présence de l'IGS à travers ces différentes missions, la situation sanitaire du pays a été catastrophique. Cette revue annuelle est une occasion de passer au peigne fin les différents textes réglementaires en vigueur, les activités menées par l'IGS et les projections pour les jours à venir. Et au siège de Caritas Congo, une réunion d'évaluation a eu lieu pour examiner la mise en œuvre des activités du fonds d'accélérateur pour l'équilibre. Ce fonds soutient le programme élargi par village en collaboration avec les partenaires du ministère de la Santé publique, d'hygiène et d'assainissement. Dada Chabani, reportage. Le ministère de la Santé, par le biais du programme élargi de vaccination PEV et ses partenaires, notamment l'UNICEF, l'OMS, Gavi, Village Reach et autres, tiennent à vacciner tous les enfants de la tranche d'âge du calendrier vaccinal. C'est pour assurer leur immunité, les soucis du programme élargi de vaccination, qu'il n'y ait plus des enfants zéro dose, c'est-à-dire les enfants non vaccinés. Comme appui à la vaccination des routines, Village Reach, partenaire du gouvernement, a accordé le financement au PEV à travers le fonds
accélérateur pour l'équité pour une durée de 3 ans. À travers le financement Gavi qui passe par l'UNICEF, et il vient juger dans la mise en œuvre, dans ce sens où il accompagne les provinces à assurer la distribution directe des vaccins jusqu'au dernier kilomètre. L'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des activités de ces fonds a révélé une faiblesse, constat fait par tous les partenaires et autorités sanitaires du ministère de la Santé. Bon, on a eu beaucoup de difficultés. C'était qu'au début du projet, en fait, on n'a pas évolué dans le même élan. Bon, il y avait certaines étapes qui devaient être respectées en amont, mais ça n'a pas été respecté. Le secrétaire général de la Santé qui a présidé cette réunion a apprécié à sa juste valeur cette rencontre. La faiblesse observée dans les activités de ces fonds présage les prolongements des activités prévues. Voilà, et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa veut que les entreprises de recyclage des déchets augmentent leur capacité de traitement. Il a effectué une descente à Kintoko pour des échanges avec les responsables d'Ichala. La société Kintoko est-elle à mesure de faire face à l'augmentation des déchets plastiques planifiée par l'hôtel de ville de Kinshasa? Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a visité cette usine de recyclage de bouteilles plastiques. Cette ambition annoncée par le gouverneur passe par une meilleure rémunération des ramasseurs qu'il identifie comme un des rouages importants de l'économie circulaire avec l'extension souhaitée du recyclage à d'autres types de déchets pour tendre vers la fin de l'enfouissement recommandé par le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous voulons de manière alignée à la vision du chef de l'État qui veut en sorte que nous ne puissions plus enfouir les déchets, mais par contre mettre en place une dynamique de transformer les déchets. Tout ça produit journellement autour de 12 000 tonnes de déchets. Alors si nous devons continuer à enfouir, on arrivera un moment où les Français ne vont plus répondre à cette activité. D'où il est important pour nous de commencer justement à transformer les déchets. Alors, s'il faut pas, et nous vivons aujourd'hui depuis une ligne que le chef de l'État a inaugurée il y a 3 ans et qui s'exerce déjà dans l'activité de transformation des déchets plastiques. Et alors, notre intention est justement de voir ensemble les mécanismes que nous pouvons être ensemble pour essayer de les accompagner. Pour leur part, les dirigeants de la société Kintoko se sont engagés à accompagner le gouverneur dans la vision de faire de Kinshasa une ville assainie. Toujours à Kinshasa, des inciviques pris la main dans le sac en train de commercialiser des produits surgelés. Le bourgmestre de la commune de Kimbanseke, Jean Singanga, a amené une opération pour traquer ces commerçants vendeurs de la mort, nous dit Cédric Kenina. Sous la pluie fine du week-end, des inconnus menottés comme des criminels. Et oui, au regard des faits, ils sont présumés criminels. Ces derniers ont été acheminés vers la municipalité de Kimbanseke et sont accusés, parce qu'ils ont été pris la main dans le sac, des ventes de produits de consommation périmés, poulets, poissons et autres surgelés avariés. Ces gens n'aiment pas les Congos. C'est eux qui sèment la mort avec des produits avariés. Nous n'allons pas nous fatiguer pour les arrêter. Ça sera ainsi. C'est la deuxième descente du bourgmestre de Kimbanseke, Jansi Nganga Kidumu, appelé Fumuchangu, au grand bonheur de la population victime expiatoire de ces commerçants sans scrupules. Je remercie d'abord le chef de l'État, Mukwanto Molo. Je remercie d'abord le chef de l'État qui m'a fait confiance. Je suis dans l'obligation de faire mon travail dans la droite ligne de sa philosophie. En plus, je suis natif de Tchango. Et je l'ai fait avec volonté pour protéger la population face à ces mauvaises pratiques. Et ça fait 20 ans qu'ils sont dans cette pratique. Et je compte sur les éléments de la police pour y mettre fin. Tout est mis en place pour protéger les administrés des délinquants. L'autorité municipale a également, comme d'ordinaire, procédé à l'opération d'assainissement de sa commune. Rendons-nous en Ituri à présent, où il y a eu fin de la formation de 400 éléments FARDC au camp Roi-Para à Bunia. Ils ont été invités au respect des règles d'engagement et de comportement par le gouverneur militaire Luboyoka Chama Johnny. Un reportage signé Junior Selemani.
Ces démonstrations spectaculaires appartiennent aux éléments du bataillon Aiglon, basé à Rwampara. Ils viennent de clôturer leur formation en vue de défendre l'intégrité du territoire national. Le colonel Moukim du bataillon Bangladesh a salué l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri. Enfin, je remercie son Excellence le gouverneur de la province de l'Ituri, aussi les autres membres du gouvernement pour avoir honoré notre invitation par sa présence. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Bouyanka Chomadjoun, qui a présidé cette cérémonie, a salué la collaboration entre les deux forces. Je suis l'homme le plus heureux parce que cela montre que nous collaborons très bien avec la MONUSCO. Vous voyez le chef de bureau qui est là, le secteur commandant qui est là et le commandant ici qui était dédié, n'est-ce pas, à encadrer ces jeunes gens ici. Occasion pour le numéro 1 de la province de l'Ituri de demander aux groupes armés d'arrêter de faire souffrir leurs frères et sœurs. Ils tuent et violent leur mère, leurs sœurs. Ils tuent leur père, leurs frères. Trouvez-vous ça normal vraiment? Cette série de formations prouve en suffisance la détermination du président de la République, commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reste résolument engagé à rendre professionnelle son armée en renforçant surtout sa capacité opérationnelle en vue de garder intacte l'intégrité du territoire national. Toujours en Ituri, l'administration militaire contribue fortement à la participation dans la partie est du pays. La communauté Lukele de la Tchopo soutient les efforts des autorités militaires dans cette province. Retrouvons encore Junior Selemani dans ce reportage. L'association culturelle Lusungameli, regroupant la tribu Lokele, ressortissant du territoire du Sangui, de la province de la Tchopo, vivant en Ituri, s'engage à accompagner les actions de paix de l'administration militaire de l'Ituri à cette période exceptionnelle. Son président, Maître René Minga, l'a dit le samedi 9 novembre courant. C'était à l'occasion du lancement officiel de ces activités à Bunia. Nos objectifs, c'est aussi de soutenir les efforts du gouvernement pour la paix. Revaloriser la culture locale, contribuer au développement socio-économique de l'entité où nous nous retrouvons. Le représentant de l'INADI, une structure réunissant toutes les communautés de l'Ituri, a salué cet engagement qui profite à la République. Surtout nous prenons pour la paix. Je pense qu'ils viennent de présenter leur objectif. La paix n'est pas l'affaire des Ituriens, la paix n'est pas l'affaire de une communauté, la paix est l'affaire de toute population qui a choisi l'Ituri pour son résidence. Parlant au nom du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant général Bouyanka Chomadjoun, sa conseillère en charge des associations culturelles, Claudine Zeni, a invité ce nouveau-né au respect de loi de la République. Ici en République démocratique du Congo, tout le monde est appelé à vivre partout où il se retrouve, à s'épanouir dans les libres conditions de respecter les lois du pays. Notons que Lusungameli poursuit entre autres comme objectif valoriser la culture du peuple Lokele, contribuer au développement d'une entité et bien d'autres. Son siège national est à Kisangani et compte à son sein aujourd'hui plus de 800 membres en ville de Bunia. Et après avoir initié les travaux de remblayage des têtes d'érosion et de construction des caniveaux de quelques avenues, la chef du secteur de Luilou a effectué une visite d'inspection sur ces sites. Après avoir vaincu le tête d'érosion sur les avenues Odette Moukaz et Thames, joli site cinquantenaire, Betty Kando Katoke avait initié les travaux de remblayage d'une tête d'érosion sur l'avenue Colonel Fifiave. Et quelques semaines après le début des travaux, la chef de secteur Luilou était sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Sur place, les résultats sont plus que satisfaisants. Une bonne partie de cette tête d'érosion qui jadis a endeuillé les familles et détruit des maisons entières est remblayée à la satisfaction de la population. Commençons d'abord par remercier les chefs de l'État parce que tous travaillent dans la vision du chef de l'État. Nous remercions
notre gouverneur ainsi que notre chef secteur pour l'acte qu'il venait de déposer. Pour la remercions. Nous disons vraiment de tout grand cœur et avec l'ensemble de la population de Joly-Site, nous la remercions pour ces gestes. La route est à nouveau visible, les véhicules peuvent y rouler sans crainte. Les maisons le long de l'avenue sont enfin protégées. Des chantiers autrefois abandonnés reprennent. Cette tête d'érosion monstre qui occupait toute une avenue est désormais conjuguée au passé. La population qui vivait avec la peur au ventre s'est dit être sauvée par la bravoure de Betty Kiando Katoke. Ces réalisations prouvent encore une fois de plus la détermination de la chef des secteurs Luilou Betty Kiando Katoke à la tête du secteur de Luilou. Satisfaire aux besoins de la population de son entité territoriale décentralisée et dont la promptitude telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que l'exécutif provincial d'Ilualaba, Marie-Fifi Masuka Saini, et le leitmotiv qui anime Betty Kiando Katoke, chef des secteurs Luilou. Autre chose, le diocèse d'Issiro a un nouvel évêque. Il s'agit de Monseigneur Dieudonné Madrafil. La cérémonie de son installation a été présidée par Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Monseigneur Dieudonné Madrafil Tanzi, hier évêque d'Issangui à la Chopo, aujourd'hui sacré 6e évêque du diocèse d'Issiro-Niangara, dont il était encore administrateur apostolique après le décès de son prédécesseur, Monseigneur Julien Ndavou. Nommé par le Saint-Père le 23 septembre dernier, le rituel de sa prise de possession canonique du siège épiscopal est présidé ce dimanche 10 novembre 2024 par Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, entouré de ses pairs venus de divers horizons. 66 ans révolus, Monseigneur Madrafil Tanzi prend la commande des diocèses qu'il a vu naître, grandir, étudier et même commencer sa vie sacerdotale vers les années 1985. Après 9 ans de sa première expérience épiscopale à Issangui, où il reste encore administrateur apostolique, Dieudonné Madrafil pense que l'amour vrai, l'unité et la franche collaboration entre tous restent le gage de la réussite de sa mission. Occasion pour Monseigneur Marcel Outembi, inspiré des livres de Un roi et d'Hébreux, de prêcher les bons chefs et la bonne offrande pour plus de bénédictions divines. L'émouvante cérémonie qui draine des milliers de chrétiens se couronne par la remise de plusieurs présents, au nombre desquels cette Land Cruiser, dont du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le vice-gouverneur Christophe Daramatata parvient aux bénéficiaires assorti d'une enveloppe. Au nom de son titulaire, Jean Bakomito Gambo, il rassure le prélat le soutien du gouvernement provincial du Haut-Uélé dans sa mission apostolique. L'évêque est mort, vive l'évêque. Monseigneur Dieudonné Madrafil Tanzi vient rallumer la flamme de ce diocèse d'Issiro-Niangara, gardien de la mémoire de la bienheureuse Anouarité à Issiro. Une thérapie spirituelle pour guérir les maux dont souffre la République démocratique du Congo. L'ouvrage publié par le révérend pasteur Joseph Bansimba fait une critique sans complaisance des causes à la base de la maladie de la République démocratique du Congo. Le vernissage de l'ouvrage « Une nation malade vomit ses habitants » a eu lieu dimanche 10 novembre à l'hôtel Pullman. Au premier chef de cette journée d'intense prière en faveur de la nation congolaise, Daniel Kawata, les responsables du ministère Christ Espérance de la Gloire et les chrétiens venus des 24 communes de Kinshasa ont imploré Dieu Tout-Puissant pour que la paix revienne dans certaines contrées de l'Est de la RDC, contrées occupées par l'agresseur, à savoir le Rwanda. Toujours sous la conduite du prophète Daniel Kawata, l'assistance a dédié la RDC et de manière symbolique, drapeau soulevé, carte géographique présentée avec une foi audacieuse. Objectif, voir Dieu Tout-Puissant confondre, sinon châtier tous ceux-là qui ont assiégé de manière illégale certains territoires de l'Est du pays dans le seul but de piller ses multiples richesses, violer ses filles et plus grave encore, tuer ses habitants. Nous avons prié que nous puissions aussi traverser des temps de paix. Il y a eu des temps de paix dans ce pays. Donc nous pouvons aussi revivre les temps de paix. Comment cette paix va arriver? C'est Dieu qui connaît comment mettre les uns et les autres ensemble, ou comment il peut nous aider à terminer tout ce qui est comme difficulté. C'est Dieu. Défense du territoire national oblige, les FARDC, y compris son commandant suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ont fait également
l'objet des prières. Membres du gouvernement, familles congolaises et surtout les déplacés des guerres n'ont pas été oubliés pendant ces moments des prières en faveur de la nation congolaise. Allons Kassai, où la Direction générale de recettes a lancé officiellement le recouvrement forcé. La cérémonie marquée par la présence du gouverneur vise à renforcer la collecte des ressources financières et à améliorer la gestion budgétaire locale. Images et commentaires. Le gouverneur de province du Kassai, Maître Crispin Mokende Bokassa, a présidé samedi 9 novembre 2024 à Tchikapa la cérémonie officielle de l'opération de recouvrement forcé des impôts et taxes dans le secteur des transports qui concerne les véhicules automoteurs, baleinières et bien d'autres engins roulants. Première à prendre la parole, Madame Brigitte Isaka Kasupa, DG de la DGRCAS, explique le pourquoi de cette opération. La période d'acquittement volontaire étant largement dépassée, la régie financière par le paie de ses cadres et agents, accompagnés des forces de l'ordre, je cite, la police nationale congolaise, procède à la contrainte des assujettis. Bazin Pembe, ministre provincial de Finances, a quant à lui présenté les imprimés des valeurs sécurisées comme instruit par le gouverneur de province. Prenant à son tour la parole, le numéro 1 de l'exécutif provincial a sensibilisé la population de sa province sur la culture fiscale. Payer ses impôts et taxes, c'est permettre à la province d'avoir les moyens de sa politique. Les très chers compatriotes, nous ne devons pas prétendre développer notre chère province sans que chacun d'entre nous fasse le moindre sacrifice en payant sa taxe ou son impôt. Prêchant par l'exemple, le gouverneur Crispin Mokende Bokassa a lui-même payé tous les documents possibles pour ses motos et une plaque minéralogique lui a été remise à titre symbolique. C'est par une caravane motorisée que s'est clôturée cette cérémonie. Dans le Kwilu, poursuite de l'atelier sur le programme d'investissement pour la forêt et de la restauration des savanes, le gouverneur intérimaire Félicien Kiwaï, en séjour dans la ville de Kikwit, a encouragé les participants venus des différents territoires de la province. La salle de réunion Marinelle à Kikwit dans la province du Kwilu a servi de cadre vendredi dernier au lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES, financé par la Banque mondiale. Plusieurs personnalités politico-administratives venues de tous les coins du Kwilu ont pris part à cet événement grandiose. Objectif, améliorer la gestion des paysages forestiers et renforcer les moyens de subsistance des communautés dans les zones sélectionnées du projet. À cette occasion, le coordonnateur national des PIFORES, M. Klima Vangoulou Tété, a indiqué que ce projet vise à lutter contre le changement climatique. Il va permettre à la République démocratique du Congo de développer les capacités de positionner notre pays pour une meilleure solution de la lutte contre ces changements. Le PIFORES, qui va connaître son lancement au niveau de la province du pays, vise à lutter contre la déforestation et contre les changements climatiques. De son côté, le gouverneur de la province du Kwilu, M. Félicien Kiwaï, tout en saluant le chef de l'État pour sa vision sur l'environnement, a révélé que la question du changement climatique occupe une place de choix pour notre province. J'invite toutes les parties concernées à n'aménager aucun effort pour accompagner les projets en vue d'atteindre ces objectifs dans notre province. À ces mots, je déclare lancer officiellement le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes dans la province du Kwilu. Dans le Maniema, le projet des 10 portants statuts du personnel des services publics provinciaux initié par le député Théophile Docta est jugé recevable, annonce faite ce lundi 11 novembre 2024 à l'Assemblée provinciale du Maniema. Le projet de 10 portant statut du personnel des carrières des services publics et provinciaux de la province du Maniema est jugé recevable ce lundi 11 novembre 2024. Ce projet initié par l'honorable Théophile Docta Bouledi, vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema, a été voté par 15 élus provinciaux présents à la séance sous la présidence de l'honorable Makonga Toboka Iki Claude Foreman, président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Devant la presse, l'auteur de l'édit s'est dit satisfait de cette
recevabilité, tout en indiquant que son souci est de voir ses agents être sécurisés pour rendre un bon service à la province du Maniema. C'est la proposition de dit portant statut des agents de carrière de services publics provinciaux dans la province du Maniema que je viens de soumettre à l'appréciation de l'Assemblée provinciale du Maniema est d'une grande importance pour les fonctionnaires de notre province, puisqu'il va leur permettre d'être recrutés selon les normes. Ils auront un emploi stable et sécurisé. Et chaque fois que les politiques entrent, chaque politicien veut recommander ses siens à la place de ceux qui travaillaient avant. Raison pour laquelle j'ai voulu à ce que ces agents de l'administration de la province soient stables et que si la politique entre ou les politiciens travaillent avec ceux qui vont. Ouverture de l'atelier sur l'élaboration de la cartographie sécuritaire en territoire de Kabaré. Ces travaux sont conduits sous le haut patronage du gouverneur de province. Image commentaire. Durant 2 jours, soit du 8 au 9 novembre, les participants ont réfléchi sur les problèmes sécuritaires dans leur entité. Le premier module est sur la présentation des principales notions et sur les diagnostics partagés de sécurité a été développé par l'inspecteur territorial, chef de poule, méthode Nyamwaba. Selon les facilitateurs, tout problème sécuritaire doit être avant tout identifié, partagé, analysé objectivement, savoir les causes, les conséquences, les menaces, avant de chercher ensemble les pistes de solutions. Après son exposé, 3 groupes ont été constitués pour identifier, analyser et savoir les causes, les conséquences et proposer les pistes de solutions. Lors de la 2e journée, plusieurs défis sécuritaires ont été soulevés avec les 3 groupes. Ainsi, 9 groupes ont été constitués pour trouver les actions à mener et des solutions. Les travaux ont été ouverts et clôturés par Joseph Chirimwengoma Gendarme, l'administrateur du territoire de Kabaré. Dans ce mot, il a remercié le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour avoir initié ces activités avant de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à restaurer la paix, la sécurité et renforcer l'unité nationale. L'atelier a eu lieu sous la modération de l'inspecteur provincial adjoint Raymond Kanendela Muntutugu. Les participants ont été des membres du comité local de sécurité de Kabaré, des chefs de chefferie, les présidents sectionnaires de la société civile, les présidents sectionnaires de la société civile dans toute sa diversité. Divers projets communautaires dans la cité côtière de Mwanda, dans la province du Congo central, ont été réalisés par les membres de la commission de la gestion Fonds Mwanda. Des infrastructures de base ont été remises à la société civile et à l'administration de ce coin du pays. Reportage signé Pierre Mbouy Saïdi. Les réalisations de la commission de gestion Fonds Mwanda, initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Mwandais, ne se comptent plus tellement qu'elles sont nombreuses, une année après la mise à disposition de fonds au comité de gestion. Ces actions, dont la plus grande concerne l'électrification de la cité côtière, avec 15 nouvelles cabines électriques, sont déjà visibles sur terrain. Outre les réseaux de 70 km de lignes électriques et l'éclairage public composé d'au moins 900 lampadaires solaires en cours d'installation, de quoi combattre l'insécurité à la grande satisfaction de la population locale. La CGFM, présidée par Michel Makengo, ne ménage aucun effort pour s'inscrire fidèlement dans la vision du peuple d'abord, programme cher au président de la République, auteur de ses dons de 10 millions de dollars américains à sa population de la cité côtière de Mwanda au Congo central. Sous la supervision du ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, la CGFM s'est déjà investie dans plus de 30 projets communautaires et a reçu plus de 100 demandes en fourniture d'équipements divers, dont un grand nombre est en train d'être distribué aux bénéficiaires. Ces dons remis au nom du chef de l'État sont composés notamment des sous-siètes et véhicules de police, des véhicules de service pour les chefs de secteur, des tracteurs, des tractopelles et autres intrants et engins agricoles aux paysans, des moteurs hors bord et filets aux pêcheurs, des milliers de bancs aux écoles, dont celle de la base militaire de Kitona, et bien d'autres projets intégrateurs. Cette série de défis brillamment relevés par le comité de gestion de la CGFM doit inspirer les autres structures. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Sandra Nyangitabou à 20h pour la suite de l'actualité. D'ici là, restez avec nous. C'est sous le